Bonsoir à tous. On voulait commencer à 18h, donc il est le moment de se lancer. Je suis Marine Jacquin, je travaille pour Planète Mère et je suis coordinatrice du programme Biolite et ce soir, je suis l'animatrice de cette conférence. Je suis ravie d'être avec vous et surtout que vous soyez aussi nombreux. Vous êtes quand même 300 à être inscrits à cette première conférence en ligne de Planète Mère qu'on a intitulée des résultats inédits pour Biolite en direct avec les scientifiques. Et pour parler de ce sujet avec nous ce soir, on a réuni Laurent Debat, directeur et cofondateur de Planète Mère, Éric Fintin, professeur et directeur de la station marine de Dinard du Muséum national d'histoire naturelle, Bruno Serranito, chargé de recherche à la station marine de Dinard du Muséum, Tristan Di Miglio, chargé de mission scientifique et technique à Planète Mère, et enfin Sylvie Lemoal, qui fait ses observations biolites du côté de Vannes avec le RIEL. Ils vont intervenir chacun leur tour et leurs interventions seront suivies d'une séance de questions-réponses. Pour le bon déroulement de cette séance, je vais vous donner quelques infos techniques. Donc, on vous demande si vous voulez bien de garder vos caméras. C'est toujours plus sympa pour les intervenants de pouvoir voir avec qui on échange ce soir. En revanche, on a coupé vos micros. Et pour poser vos questions, vous pouvez le faire en cliquant sur l'icône discussion qui va se trouver en bas de votre fenêtre sur Zoom. Et donc, vous pouvez écrire vos questions ici, elles seront lues à la fin. Pour ceux qui nous suivent sur Facebook, vous pouvez écrire vos commentaires, vos questions dans la partie des commentaires. Avant de donner la parole à nos interventions, je salue aussi toute l'équipe technique qui est avec moi. Donc Audrey pour l'enregistrement et la rediffusion, Lucas pour la technique et les questions, Dorian pour le suivi sur Facebook et toute l'équipe de Planète Mère qui m'a aidé à la préparation. Sans plus attendre, je laisse la parole à Laurent Debat, le directeur et cofondateur de Planète Mère. Bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis aussi ravi de cette conférence en ligne ce soir parce que c'est l'aboutissement de beaucoup de temps de travail de nombreuses équipes. Avant de commencer, je voudrais vous dire un petit mot sur Planète Mère parce que peut-être que tout le monde ne connaît pas Planète Mère. Planète Mère, c'est une association d'intérêt général qui agit dans 3 domaines d'action: la protection de la biodiversité marine et littorale, la gestion des ressources de pêche et la restauration des écosystèmes dégradés. Donc, protéger, gérer, restaurer, c'est les 3 piliers de l'activité de Planète Mère, et toujours avec pour mission d'agir tous ensemble et de retrouver un équilibre durable entre la vie marine et les activités humaines. On a 2 modes d'action privilégiés. Le premier, c'est qu'on part toujours d'une problématique de terrain, qu'elle soit de connaissance, de gestion ou de protection, et à partir de là, on essaie de trouver des solutions pour y répondre et, si possible, de les porter jusqu'au niveau des politiques publiques. Et le deuxième mode d'action que nous avons, et philosophique également, c'est de toujours agir avec et pour et jamais contre. Donc, c'est toujours notre porte d'entrée, c'est celle-là, et c'est pour ça qu'on associe toujours les parties prenantes et les nombreuses parties prenantes à nos différents projets. En l'occurrence, le programme dont on va vous parler ce soir, qui s'appelle Biolite, comme biodiversité du littoral, donc répond au premier domaine d'action qui est la protection de la biodiversité marine et littorale. C'est un programme de sciences participatives qui fait le pari, en fait, d'associer scientifiques et citoyens dans la même démarche. Et c'est en gros, c'est de permettre à chacun de participer à la science de bénéficier de chacun. C'est un programme qui a vu le jour il y a une dizaine d'années. C'était un souhait de notre part de monter ce programme-là pour étudier cette biodiversité du littoral, et ça s'est fait grâce à une rencontre avec Éric Fintin, donc, qui est le directeur de la station marine du Muséum à Dinard. Et avec Éric, on a commencé à cogiter à tout ça, et puis petit à petit à monter le programme, à recruter des équipes, à élaborer des protocoles, etc. Et puis le programme s'est petit à petit déployé sur l'ensemble du littoral français grâce là aussi à de nombreux partenaires, des associations en grand nombre, 70 associations partenaires de Biolite à ce jour. Il y a 10 universités qui ont participé, il y a les 2 stations marines du Muséum, il y a des collectivités. Et c'est cet effort collectif qui a permis de monter Biolite, sans oublier que sans les partenaires financiers, dont certains sont sûrement en ligne aujourd'hui, et que comme les associations et peut-être les universités qui ont participé à ce programme, tout ça n'aurait pas pu être possible sans ces efforts conjugués
euh, en faveur de Biolit. Et puis, bien sûr, il y a les participants, les observateurs, et donc je salue ici Sylvie Lemoal, qui représente cette diversité des participants et des observateurs qui, eux, qui ont permis, ils ont été plus de 17 000 à ce jour, permis de constituer le pool de données d'observation de l'île qui est traité aujourd'hui par le muséum. Alors, vous l'avez compris, c'est l'ensemble de ces efforts qui nous permettent aujourd'hui de faire cette conférence parce qu'effectivement, ces efforts aboutissent à une publication scientifique et donc à des résultats qui sont extrêmement intéressants et qui montrent à la fois à quel point la démarche de sciences participatives est une démarche qui est à la fois pertinente, mais aussi qui peut être d'une puissance extraordinaire si effectivement on arrive à le développer dans le temps, et c'est ce qu'on va essayer de faire dans l'avenir. Donc aujourd'hui, c'est une étape, et c'est une étape importante, mais c'est aussi, ça n'est qu'une étape, c'est-à-dire que c'est parce que justement nous sommes convaincus que les sciences participatives peuvent vraiment devenir un des piliers de la connaissance en matière sur les questions de biodiversité. On va redoubler nos efforts et donc j'en appelle encore à vous et à tous nos partenaires. On va redoubler d'efforts dans les mois et dans les années qui viennent pour faire de Biolit un outil majeur qui fonctionne et qui apporte effectivement des éléments de connaissance et de gestion très importants, parce que c'est ça, in fine, qui nous intéresse, c'est de mieux protéger et de mieux gérer la biodiversité du littoral. Voilà, je m'arrêterai là pour aujourd'hui. Je vais passer tout de suite la parole à Éric Fintin, qui va vous en dire beaucoup plus sur l'aspect scientifique du programme. Bien. Bonjour à tout le monde, j'espère que vous m'entendez déjà. Alors, merci beaucoup. Voilà, donc moi, je suis vraiment très content là, que Planète Mer ait pu organiser ce webinaire parce que, en quelque sorte, pour le programme Algues brunes et bigorneaux de Biolit, qu'on a donc monté, imaginé ensemble avec Laurent Debat, comme ça vient d'être dit, puis après avec tous les acteurs de Planète Mer, notamment Marine et surtout Tristan, avec qui je travaille à Dinard depuis maintenant 8 ans. Tristan Di Meglio, qui va vous parler après. Puis plus récemment, avec l'arrivée de Bruno Serranito. Mais comme le disait Laurent, c'est une œuvre collective parce que les sciences participatives, c'est un état d'esprit avant tout. C'est un état d'esprit qui consiste à finalement avoir une curiosité et une volonté de partage. Une volonté de partage des connaissances et une volonté de partage des méthodes scientifiques. Alors donc, c'est plus que finalement qu'une participation, c'est vraiment c'est un terme qu'on utilise de plus en plus aujourd'hui, c'est de la recherche-action et participative. C'est-à-dire qu'en échangeant avec les publics qui ont été cités tout à l'heure, hein, qui sont de différentes catégories, eh bien, nous, les scientifiques, ça nous fait parfois immerger des questions auxquelles on n'avait pas nécessairement pensé. C'est-à-dire que par les questions que vous nous posez, par le premier pas de la science participative, qui est celui de l'observation, de vos yeux, de votre sens de l'observation dans les domaines qui vous intéressent, eh bien, vous donnez des informations, vous fournissez parfois des alertes. Un exemple, c'est sur la côte autour de Saint-Malo, donc la côte nord bretonne, eh bien, le retour des langoustes qui avaient disparu à peu près depuis le début des années 60, en grande partie lié à une surpêche, mais probablement également à cause d'hivers très froids, ça existait encore à ce moment-là, eh bien, la langouste avait disparu quasiment en même temps que le poulpe dans la région de Saint-Malo, Côte d'Émeraude, Saint-Brieuc et au-delà. Et puis, il y a 7-8 ans, d'un seul coup, je reçois une photo d'un plongeur qui me montre une langouste. Il me dit, mais c'est vraiment une langouste, ça? Et je dis, ouais, tu as pris ça où? Moi, j'imaginais le sud du golfe de Gascogne ou quelque chose comme ça. Il me dit, mais non, je l'ai pris à Saint-Malo. Et de fil en aiguille, ça a été finalement une alerte qui a été lancée. Mais c'est pas parce qu'il y a plein d'exemples comme ça hein, que je pourrais développer, mais c'est pas parce qu'on a une remarque, enfin une observation comme celle-là que ça devient un programme de sciences participatives. Il faut qu'il y ait une question.
Et là, la question qui émerge dans ce cas-là, c'est ah bah tiens, l'espèce avait disparu, pourquoi est-ce qu'elle réapparaît? Et est-ce qu'elle réapparaît partout ou est-ce que c'est un cas isolé? Et de là, on met en place des protocoles qui nous permettent finalement de mesurer une certaine abondance. Alors, je donne un exemple qui est mauvais parce qu'en fait, on n'a pas fait ça, enfin qui est mauvais, qui est bon, mais qu'on n'a pas mis en application. Et justement parce qu'on ne peut pas tout faire. C'est de l'énergie, on ne peut pas tout faire. Donc, il faut qu'on se focalise sur un certain nombre de directions ou de questions posées. Et celle qu'on a choisi de poser avec Laurent et Planète Mer, c'est celle des algues brunes et des bigorneaux. En effet, on a eu beaucoup de témoignages et puis des publications scientifiques qui ont alerté sur, à partir du début des années 2000 sur la régression des couvertures d'algues brunes qu'on peut trouver à marée basse sur les estrans de l'ouest de la France. Alors, bon, ça, c'est des choses qui sont obtenues par satellite, par photo aérienne, puis par des levées de terrain, ou simplement par l'observation, la mémoire des passants et des usagers du littoral. Alors, la question qu'on s'est posée, c'est, mais quand même, quand je vais pêcher des bigorneaux avec mes petits-enfants ou pour ma pomme sur l'estran, euh, est-ce que je ne trouve pas plus de bigorneaux dans les algues ou est-ce que, donc du coup, en cascade, est-ce que cette régression des algues brunes pourrait s'accompagner d'une régression de la diversité de l'abondance des bigorneaux? Alors, quand on dit bigorneaux, en effet, il y a plusieurs espèces. Et de là, on s'est dit, mais ça, c'est typiquement une question qu'on peut aborder beaucoup plus facilement en sciences participatives qu'en sciences conventionnelles. Pourquoi? Parce qu'en sciences conventionnelles, eh bien, on sera un certain nombre de scientifiques, pas très nombreux, qui pourront travailler et puis finalement couvrir une grande partie du territoire national. C'est une question qui doit se poser aussi à une vaste échelle parce que les conséquences d'une variabilité du couvert végétal, donc du recouvrement en algues brunes, le fameux varech, eh bien, n'a pas forcément les mêmes conséquences en fonction de l'endroit où on se trouve, du socle géologique, pardon, de la nature des roches, donc, ou en fonction de l'apport d'eau estuarienne, ou, etc. Il y a plein ou du dérangement par les activités de loisirs ou autres. Voilà. Donc, en gros, c'est important d'avoir une couverture nationale et de pouvoir couvrir différents types d'habitats. Donc là, les scientifiques tout seuls peuvent le faire, mais ça prendrait des années et des moyens qu'on n'a pas. Donc, il est intéressant dans ce cas-là de pouvoir s'appuyer sur un grand nombre d'observations. Et c'est comme ça qu'on a développé le protocole sciences participatives qui s'adapte finalement au niveau de compétences des gens. Parce qu'il y a des gens qui connaissent pas grand-chose sur ces algues brunes, qui connaissent pas grand-chose sur ces bigorneaux, qui ne savent pas forcément les distinguer. Et donc, on met à disposition, Planète Mer s'est débrouillée pour mettre à disposition des outils qui permettent de reconnaître et d'identifier ces animaux. Alors, le problème, quand on a affaire à des amateurs, eh bien, c'est qu'il faut que nous, scientifiques, on s'assure de la qualité des données qui sont remontées. C'est-à-dire, quel est le pourcentage d'erreurs dans les informations qui nous sont communiquées? Alors là, ça demande tout un processus de validation. Et puis, de fil en aiguille, au fil des années, on a pu comme ça monter, on a eu des informations sur des milliers de cadras, donc d'unités élémentaires d'observation qu'on a définies, et on a pu faire participer là aussi des milliers de bioliciens, comme on les appelle, entre nous. Et de là, une base de données s'est constituée et on a pu, mais Bruno vous en parlera après, traiter ces données et montrer que ces informations obtenues ont une grande valeur scientifique. C'est une grande valeur scientifique qu'on a pu donc décrypter, analyser, mais j'en dis pas plus puisque c'est l'objet de la présentation de Bruno.
Alors, on ne s'arrête pas là parce que ce serait trop, comment dirais-je, facile si on était là juste pour recueillir vos informations et puis les traiter. Non, ce n'est pas ça. Les sciences participatives, comme je vous disais, c'est le partage. Et donc, il faut qu'on restitue, qu'on communique auprès de vous, qu'on échange avec vous, avec les observateurs, les données, et aussi le résultat des analyses. C'est un outil d'échange formidable. Un exemple, un praticien biolicien, on va dire très assidu, nous demande un jour, est-ce que mon estran, il est bien ou il n'est pas bien? Et puis on dit, non, il n'est pas terrible en termes de diversité. Et la question, c'est pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il n'est pas terrible en termes de diversité? Pourquoi est-ce qu'il y a moins d'espèces à cet endroit-là qu'ailleurs? Et on échange avec la personne qui nous a fait remonter les données. Et puis, de fil en aiguille, il y a des diagnostics qui finissent par se partager. Parce que lui dit, mais pourquoi est-ce que c'est différent? Dites-moi les différences qu'il y a. Et donc, lui, il a des informations sur son propre estran, sur l'endroit qu'il aime, qu'il pratique le plus. Et il peut, comme ça, se faire une idée du diagnostic de la qualité de son estran. Si l'information était venue d'ailleurs, c'est-à-dire, par exemple, une note technique, l'estran de tel endroit est dégradé. Il aurait dit, ouais, moi, je ne suis pas d'accord. Il pourrait dire, enfin bref, on pourrait ne pas être d'accord. Alors que là, on construit ensemble le diagnostic. Donc, on apprend l'un de l'autre. Et ensuite, en ayant construit le diagnostic, eh bien, on commence à construire les moyens qu'il faut mettre en œuvre pour éventuellement atteindre une meilleure qualité. Et puis, il y a aussi des très bonnes nouvelles. Il y a des estrans qui sont en très bonne qualité. Et donc, ça aussi, c'est des nouvelles qui sont intéressantes à partager. Alors, l'autre vertu des sciences participatives, c'est que, c'est à la fois un défaut et une vertu, c'est-à-dire qu'on a du mal parfois à avoir des informations exactement comme on le voudrait dans un protocole scientifique classique. C'est-à-dire qu'on est dépendant, nous les scientifiques, de l'animation, c'est-à-dire de la manière dont les bioliciens vont se déployer finalement. Et on s'est rendu compte dans les premières années qu'on avait des trous dans la raquette, c'est-à-dire qu'il y avait des endroits sur le littoral entre Belgique et puis Pays Basque où on avait un peu moins d'informations. Donc, grâce au travail d'animation, on a réussi à boucher un petit peu ces trous dans la raquette. Mais on ne les a pas encore tous bouchés, il y a encore beaucoup de travail malgré les avancées qui ont été réalisées. Donc, vous voyez, les sciences participatives, ce n'est pas quelque chose qui est à sens unique, ce n'est pas une démarche. Enfin, les citoyens ne sont pas considérés comme un protocole d'échantillonnage, c'est vraiment un moyen de communication, d'échange et de progression partagée de la connaissance et puis de la gestion qu'il faudrait mettre en œuvre. Donc voilà, je Merci Eric. peux en dire plus. Oui, merci. Je pense que ça fait une belle transition pour passer aux questions. J'ai vu qu'il y avait des questions qui avaient été posées dans l'outil de discussion. Donc, à toi, Lucas, pour les questions qu'on pose à Eric. Merci pour les questions que l'on a reçues sur Facebook et sur le chat de Zoom. Je vais commencer par la dernière question qui a été posée par Alexandre Robert. Donc, comment mesurez-vous l'incertitude liée à ces données? C'est très haché, Lucas. Pardon? Je vais poser les 3 questions d'un coup, comme ça, Eric, tu pourras répondre dans l'ordre que tu souhaites. Donc, la première question d'Alexandre Robert, je la répète, comment mesurez-vous l'incertitude liée à ces données? Ensuite, nous avons eu une question de Dominique sur Zoom également. Comment expliquez-vous la prolifération des poulpes sur la côte atlantique et la Bretagne du Sud en particulier? Donc, Pierre a prolongé cette question à l'espèce de l'araignée de mer. Et ensuite, on prend aussi la question d'Éric Vacher, qui demande en quoi Biolite est un programme de sciences participatives différent et complémentaire d'autres programmes marins. Donc, à toi, Eric. Alors, malheureusement, ça a été haché. Donc, la première question, je ne l'ai pas bien entendue, mais je vais commencer par les poulpes. Alors, c'est un peu hors sujet, mais par rapport à Biolite aujourd'hui. Mais justement, ça ne l'est pas non plus parce que, en gros,
effectivement, on a eu plein de remontées d'informations sur la prolifération des poulpes, eh bien, sur le golfe de Gascogne notamment, mais figurez-vous qu'on ne sait pas bien l'expliquer. Mais il faut savoir qu'il y a énormément comment dirais-je, de fluctuations qu'on ne sait pas très bien expliquer dans le milieu naturel. Et là, les poulpes, c'est pareil, avaient disparu de la côte nord bretonne en l'hiver en deux étapes, hein, l'hiver 62-63 et puis avant en l'hiver 58-59 ou 57-58, qui ont été particulièrement froids et qui ont eu raison de pas mal d'espèces à l'époque. Mais en parallèle, le poulpe régressait ou disparaissait quasiment également du golfe de Gascogne dans ces mêmes années. Donc c'était le froid, mais il faisait moins froid sur le golfe de Gascogne, donc il n'y avait pas eu que ça. Et aujourd'hui, le poulpe réapparaît en effet en force. Alors, il peut y avoir plein d'hypothèses, hein. Il peut y avoir des hypothèses qui sont liées à l'absence de prédateurs. Il peut y avoir des hypothèses qui sont liées, au contraire, à l'augmentation de l'abondance des proies principales. Et de toute façon, c'est des événements qui font partie des cycles naturels. Voilà. Il ne faut pas toujours chercher une cause, on va dire, liée à une pression humaine dans les proliférations ou dans les cycles naturels qu'on observe. Merci Eric. Et du coup, je vais te répéter la question qu'avait posée Alexandre, qui était assez pertinente. C'était comment mesurez-vous l'incertitude liée à ces données? Donc les données de sciences participatives. Eh bien, il y a plein de manières d'y arriver. Alors là, il y a vraiment des outils pour ça, hein. Le premier outil, c'est lié à l'incongruité. C'est-à-dire que parfois, il est complètement bizarre de voir une espèce à un endroit donné ou une abondance très forte d'une espèce à un endroit donné. Donc, ces anomalies, en quelque sorte, force à la vigilance. Une fois qu'on a détecté une anomalie par l'analyse des données, eh bien, on retourne sur la donnée de base. Et pour Biolite, eh bien, la donnée de base, c'est la photographie que vous nous avez renvoyée. Une information sans photographie n'est pas validée, on ne l'utilise pas. Donc, nous, il faut qu'on puisse revenir sur la donnée. Donc, ça, c'est ça une des façons de faire. Et l'autre, elle est un peu plus systématique, c'est que on va sous-échantillonner les photos qu'on va recevoir et on va les confronter aux observations qui nous ont été données et on va mesurer le pourcentage d'erreur, le pourcentage de fois où l'observation qui a été indiquée ne correspond pas à la photo qu'on a reçue. Et ça nous permet donc de mesurer l'incertitude. Mais ce sont des méthodes qu'on utilise quelle que soit la manière d'échantillonner. Toute manière d'échantillonner est génératrice, contient son lot d'erreurs, et il appartient aux scientifiques de mesurer cette incertitude. Alors, il y avait une autre question, mais je ne sais pas si j'ai le temps, parce qu'il faut respecter le timing. Quelques secondes. Je vais te la répéter, du coup, c'était une question d'Éric Vacher qui demandait en quoi Biolite est un programme de sciences participatives différent et complémentaire d'autres programmes marins. 5 secondes. Ouais, bah c'est complémentaire par le fait qu'on construise la connaissance par rapport à un programme de recherche classique, hein. On co-construit la connaissance et on partage le diagnostic. C'est ça qui est différent. Après, c'est sur la distribution et le nombre de données qu'on peut théoriquement obtenir en sciences participatives, qui est bien supérieur à la plupart des informations qu'on peut obtenir par des programmes de sciences, on va dire, conventionnels. Merci beaucoup, Eric, pour ces réponses. Merci. Et donc, la prochaine personne qui va prendre la parole ce soir, c'est Bruno Serranito, qui est chargé de recherche au muséum et il est basé à la station marine de Dinard. Et Bruno va nous parler des résultats qu'il a obtenus, des résultats scientifiques qu'il a obtenus en analysant les données issues de algues brunes et bigorneaux de Biolite. À toi, Bruno. Moi, je mets un chrono pour le coup. Très bien. Bonjour à tous. Alors, on va pouvoir en balancer. Merci.
Alors moi, je vais tenter de vous résumer en 10 minutes les principaux résultats issus de cet article qu'on a publié récemment dans la revue Stotan, et qui en fait avait simplement pour but de répondre à la question qui est marquée là, sur cette slide, qui est est-ce que finalement ces données acquises dans le cadre de l'action Alguebrune et Bigorneau, elles peuvent être utilisées à des fins de bioindication. Et le terme bioindication, en fait, pour résumer, pour faire très simple, ça fait référence tout simplement à la capacité que peut avoir un organisme ou un groupe d'espèces à identifier certains types de perturbations ou renseigner sur l'état du milieu globalement. Et donc, quelque part, répondre à ces questions, en fait, ça implique de connaître quels sont les facteurs responsables de la variabilité des espèces que l'on a cherché à échantillonner. En l'occurrence, là, vous l'avez compris, il s'agit des bigorneaux. Enfin, on va parler de gastéropodes plus généralement. Et donc, répondre à cette question, dit autrement, en fait, ça consiste à répondre à la question de quoi est-ce que la biodiversité des estrons rocheux est-elle le fruit? Slide suivante, s'il te plaît, merci. Parce que oui, l'estran, en fait, c'est comme tous les systèmes biologiques, en fait, elle est sous l'influence d'un très grand nombre de contraintes qui agissent, qui opèrent à des échelles spatiales multiples. Si on prend par exemple l'estran, tout le monde connaît bien donc l'effet du marnage et de la houle, qui est notamment responsable d'un patron de biodiversité qui est très bien connu de la part des spécialistes, mais pas que, qu'on appelle la zonation verticale, qui est cette séquence de peuplement différent entre le haut et le bas de l'estran. Et puis, lorsqu'on s'éloigne un petit peu, on voit également apparaître l'impact d'autres facteurs tels que l'hydrologie, qui sont les caractéristiques des masses d'eau, et puis d'autres phénomènes aussi qui souvent s'étendent sur des échelles spatiales assez larges, comme les phénomènes de Bloom, qui est des efflorescences planctoniques, et puis dans un autre contexte, on peut aussi parler de l'eutrophisation, donc cet enrichissement en nutriments de la part de l'homme. Et puis enfin, on peut aussi identifier, alors ce sont des échelles un petit peu grossières, mais on peut aussi identifier par exemple l'échelle globale, dans lequel intervient les effets du réchauffement climatique. Alors cette échelle-là va un petit peu moins nous intéresser aujourd'hui, mais si je reprends la question de départ, donc slide suivante, merci. Si je reprends donc cette question de départ, de quoi est-ce que la biodiversité des éléments rocheux est-elle le fruit? En fait, on a cherché à y répondre au travers de 3 sous-questions. La première étant essayer justement de détricoter un peu l'impact relatif de ces différents types d'environnements sur nos peuplements de gastéropodes. La seconde, qui est directement liée à la première, qui est en fait l'idée de mettre le doigt sur les facteurs environnementaux les plus structurants sur nos peuplements. Et puis enfin, puisque on a eu la chance de travailler sur des données qui se sont étendues sur plus de 8 ans de suivi, on s'est également posé la question sur quel était le poids de cette variation temporelle, et est-ce que finalement ce qu'on observait, c'est simplement dû à un cycle quelconque. Donc, slide suivante, s'il te plaît. Ouais. Et donc, pour répondre à ces questions, en fait, ça nécessite de disposer de descripteurs de l'environnement, donc qui correspondent à ces différents types d'échelles. Donc, c'est un petit peu ce que vous avez ici. Alors, descripteurs, prédicteurs, ça dépend un petit peu du jargon de spécialiste, mais il s'agit de variables environnementales que nous, ici, on a regroupées en 3 grandes catégories, et en fait, qui étaient totalement dépendantes de la résolution à laquelle on a pu y avoir accès. Donc, par exemple, à l'échelle, on va dire, régionale, c'est-à-dire les données pour lesquelles on avait une résolution supérieure à 1 km, on peut retrouver des données concernant l'environnement, on va dire, plutôt naturel, comme température de l'eau, salinité, ce genre de choses. Et puis, l'autre aspect, sous un autre angle, on a également pu ajouter d'autres types de variables, plus associées, pour le coup, à l'homme, telles que les concentrations en nitrite, nitrate, donc de l'azote inorganique qui est directement lié aux épandages, par exemple, la matière en suspension qu'on peut aussi lier à l'activité humaine, et puis d'une manière plus stricte, l'effet de la densité de population côtière. Donc ça, c'est notre premier groupe de prédicteurs. Ensuite, on a voulu aussi intégrer davantage de descripteurs vraiment du contexte de l'estran. Et là, on s'est simplement servi des données qui ont été prises à travers le protocole, qui sont des caractéristiques des canopées d'algues. Parce que oui, ces gastéropodes ont été échantillonnés au sein d'habitats particuliers qui sont ces grandes algues brunes qui forment des canopées. Et donc là, on s'est simplement servi de la nature de la ceinture d'algues dans laquelle on a retrouvé ces gastéropodes, et puis une estimation du recouvrement, on va appeler ça la couverture. Et enfin, la troisième catégorie, pour répondre à cette troisième question, on a aussi intégré des prédicteurs associés à la temporalité, donc la saison et l'année du prélèvement. Et donc, slide suivante, s'il te plaît. Et donc,
une fois qu'on avait ces descripteurs, on a essayé de mettre en place une méthodologie. Alors, je vous passe un petit peu les détails, mais on a simplement utilisé ce qu'on appelle, nous, des modèles de niche écologique. Il y a une méthode particulière qui s'appelle les forêts aléatoires ou les random forests. Et le but, c'est simplement, ces méthodes, elles permettent simplement d'essayer de relier ce que l'on observe avec justement ces différents facteurs qu'on a réussi à identifier. Et donc cette méthode, bon, on pourra en parler longuement, mais je vais vous passer ça rapidement. L'idée, c'est simplement de garder en tête que c'est une méthode qui permet notamment de hiérarchiser l'influence des différents descripteurs qu'on lui donne à manger. Et donc c'est cette partie-là qui va nous intéresser pour la slide suivante. Alors, ce que vous voyez ici, c'est ce qu'on appelle une heatmap, donc une carte de chaleur, avec, pour chaque colonne, c'est les différents modèles qu'on a testés, donc les modèles correspondant à chaque fois à une espèce de gastéropode en question, et puis que j'ai essayé ici d'organiser en fonction du poids de ces variables dans les modèles. Plus la couleur est foncée, plus la couleur est claire, pardon, et plus la variable en question est importante. Et puis j'ai essayé de les hiérarchiser du haut vers le bas. En moyenne, elles sont plus importantes que celles sur le bas. Et donc il y a déjà quelque chose qui s'exprime assez bien, c'est que pour quasiment tous nos modèles, vous voyez un petit peu la zone sombre en bas, et on retrouve à chaque fois les mêmes prédicteurs qui finalement ont un poids très faible dans l'explication de ce que l'on observe sur l'estran. Et c'est à chaque fois en fait nos fameux prédicteurs temporels. Alors on va aller un petit peu plus loin dans l'analyse de cette figure. Donc via la slide suivante, merci. Et en fait, alors peut-être que la figure ne rend pas forcément très bien compte de ça, mais on s'est très rapidement rendu compte que parmi tout ce qu'on lui a donné à manger, ce qui sort très bien, ce qui sort comme étant les variables les plus explicatives, c'est avant tout les descripteurs locaux. Comme par exemple la nature de la ceinture d'algues. Et ça, c'est pas très étonnant parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, la zonation verticale, c'est un patron de biodiversité qui est extrêmement connu, très documenté, et donc c'est pas du tout anodin si en effet ça impacte très lourdement les peuplements qu'on va retrouver sur l'estran. Et puis peut-être de manière moins connue, on peut également citer le niveau de couverture dans le recouvrement. Et là, ça nous a permis, slide suivante normalement, si je dis pas de bêtises, oui voilà, super. Parfait. Ça nous a permis d'identifier 3 sous-groupes d'espèces qui ont chacune un petit peu leur affinité pour des niveaux de recouvrement différents, avec par exemple certaines espèces qui vont plutôt avoir des affinités fortes pour les forts recouvrements, d'autres pour les faibles, c'est la petite figure que vous voyez à droite, et puis même une espèce que l'on va retrouver très abondante au sein des estrons à recouvrement un petit peu intermédiaire. Mais le point le plus important, je pense, de la figure précédente, si tu me... Oui, super. C'est que assez rapidement, lorsqu'on regarde cette figure, on retombe sur le fait que nos descripteurs, nos fameux descripteurs anthropiques, là, la turbidité, matière en suspension et un proxy de eutrophisation qui sont les concentrations inorganiques, on les retrouve très importantes aussi pour un certain nombre de modèles. Et ça, pour nous, ça a été très étonnant. Et donc, on a cherché à savoir, très bien, on sait qu'elles sont importantes, mais comment est-ce qu'elles agissent sur la biodiversité qu'on va retrouver localement. Donc ça, c'est la slide suivante qui va nous le dire. Et là, ce que vous voyez, donc on a simplement modélisé les réponses de différentes espèces avec ce gradient de perturbation, qui sont la turbidité et l'azote inorganique. Et on s'est rendu compte que dans la grande majorité des cas, chez quasiment toutes les espèces, on observe une diminution de leurs abondances. Donc, le modèle nous dit tout simplement que ces facteurs-là sont responsables d'une diminution des abondances chez la plupart des espèces, peut-être à l'exception d'une, là, c'est le fameux bigorneau, Littorina littorea, pardon, et qui, comme vous le voyez, en fait, présente pas forcément de tendance particulière. Et ça, pour nous, ça a été rassurant, puisqu'en fait, c'est une espèce qui est bien connue pour très bien prospérer dans les zones eutrophes. Donc, ça allait directement dans notre sens. Et ensuite, on a fait la même chose, mais avec d'autres métriques plutôt associées pour le coup à la communauté, donc en prenant tous les gastéropodes, toutes espèces confondues, et on a regardé, pareil, de quelle manière ça jouait, et également la richesse taxonomique, c'est-à-dire le nombre d'espèces différentes qu'on observait localement. Et là, pareil, le modèle nous dit exactement la même chose. Parmi tous nos descripteurs, ce sont bien l'azote inorganique qui semble induire comme ça une diminution de l'abondance et de la richesse taxonomique. Et donc, avec ces résultats, on a ensuite cherché à savoir comment est-ce que tout ça, ça pouvait se traduire finalement spatialement. Ça, c'est la slide suivante, voilà. Et donc, on a simplement généré ce qu'on appelle des prédictions à partir des modèles qui avaient montré de bonnes performances, finalement en bloquant quelque part les facteurs locaux que l'on a vus tout à l'heure. Et c'est ce qui nous amène à ces figures
Et ces figures nous permettent ici d'identifier 3 zones particulières, ici notées ABC, que ce soit au sein de la richesse spécifique ou taxonomique ou au sein de l'abondance totale, c'est-à-dire le dénombrement total de tous les escargots. Et ces sites, en fait, identifient tout simplement les zones où on retrouve des valeurs minimales pour ces différentes variables réponses. Et on ne les retrouve pas n'importe où. En fait, ce sont les zones qui sont sous les influences des grands estuaires que sont la Seine, la Loire, la Vilaine et la Charente. Donc, ce type de figure, ça nous a informé sur le rôle très important sur ce grand gradient géographique qui est la façade atlantique, le rôle prédominant de l'influence des estuaires sur nos communautés de gastéropodes. Alors, je ne vais pas aller beaucoup plus loin. Ouais, je suis déjà... Oh là là, j'ai perdu mon pari, trop tard. Dommage. Slide suivante, s'il te plaît. Merci. Donc, je ne vais pas aller beaucoup plus loin en termes de résultats et je vais essayer de conclure par rapport aux questions qu'on s'était posées. Alors, aux questions petite et grande échelle, les modèles nous ont dit finalement que ce sont bien les facteurs locaux qui sont prédominants sur la variabilité que l'on peut observer à l'échelle de l'estran. Donc, ça, très bien. Mais d'un point de vue, peut-être si on prend un petit peu hauteur, on a quand même une sensibilité de la part de nos compartiments, des compartiments biologiques qu'on a étudiés, donc ces gastéropodes, sur une influence notable de la part des estuaires et donc potentiellement un impact de l'homme. Je dis potentiellement parce qu'en fait, avec les données que l'on a actuellement, on a ce que l'on appelle dans le jargon des problèmes de collinéarité, c'est-à-dire que les variables en question sont très corrélées et il n'est pas vraiment possible à l'heure actuelle de définir à tout prix l'impact d'un facteur précis sur ce qu'on a. En fait, on a plutôt un effet cumulé, potentiellement, soit de la matière en suspension, soit de l'eutrophisation. Mais c'est pour ça, alors j'en profite peut-être pour dire que c'est pour ça qu'on a encore besoin de données, l'aventure n'est pas finie et c'est maintenant qu'il faut continuer à ramener encore davantage de données pour notamment aller un petit peu plus loin sur ce point et pour ensuite pouvoir aller davantage vers ce prisme de la bioindication. Et puis bon, je terminerai donc justement sur l'aspect variabilité temporelle. Donc comme vous l'avez dit, faible signal de la part de cette variabilité temporelle au regard de la variété spatiale. Certainement dû à diverses choses, mais notamment peut-être que les séries temporelles sont encore relativement trop restreintes pour commencer à capter, par exemple, les effets du réchauffement climatique. Et là encore, un appel, il faut continuer à échantillonner les estrandes. Et j'en ai fini, merci. Et oui, c'est à la bourre. Voilà. Merci Bruno. Donc pour tout le monde, le pari, le défi, c'était 10 minutes de présentation. Donc, c'est pas grave. T'as juste perdu ton temps. Oui. On va passer aux questions, du coup, qui ont été posées dans le chat. Enfin, dans la partie. Bien sûr. Donc, merci beaucoup, Bruno, pour cette présentation. On va commencer par une question qui a été posée sur Facebook, du coup. Y a-t-il des manières de faire différentes analyses de données issues de sciences participatives et celles issues d'échantillonnage plus conventionnels? Est-ce que la question, c'est est-ce qu'il existe, est-ce que ce n'est pas le même procédé? Alors, oui et non. Voilà. Alors, je vais poser la deuxième question, comme ça tu pourras choisir laquelle tu choisis de répondre dans l'ordre. La deuxième question, du coup, elle a été posée sur Zoom par Éric Vacher. Et c'est quel pourcentage de programmes de sciences participatives vont jusqu'à la publication des résultats? Alors, je vais peut-être commencer dans l'ordre. Pour répondre à la question très brièvement, alors oui et non, parce que le bon côté des sciences participatives, c'est qu'on arrive à agréger en effet beaucoup de données. Mais ces données, elles ne sont pas toujours d'une qualité incroyable. Je ne parle pas du cas, par exemple, du cas précis d'Aguebrune et Bigorneau. Pour le coup, elles étaient relativement bonnes, ces données. Mais justement, on peut observer des biais que l'on n'aurait pas si, en effet, on avait mis en place d'autres manières d'échantillonner qui étaient peut-être plus standardisées ou plus protocolées. Il faut voir, en fait, ces sciences participatives comme une espèce de balance entre l'aspect protocolé, mais qui devient beaucoup trop dur à mettre en place de la part d'un large public, et l'aspect facilement, avec une facilité de mise en place, mais pour laquelle on va perdre finalement de l'information. Donc oui, il y a quand même des astuces c'est même un champ disciplinaire en fait qui est en train de s'ouvrir. Là, il y a de plus en plus de publications qui parlent de ça pour traiter ce type de données axées sciences participatives. Mais les méthodes derrière qu'on va utiliser restent celles qu'on pourrait utiliser avec des données standardisées provenant de la part de scientifiques plus professionnels. Et pour répondre à la deuxième question,
qui était le nombre, le pourcentage. Eh ben, ah oui, je crois savoir pourquoi. Je crois que c'est Eric Vachet qui a envoyé ça. C'est que je suis tombé récemment justement sur une revue qui parlait de cette question. Et alors, j'ai plus le pourcentage en tête. Peut-être que Eric, si tu l'as, tu vas pouvoir me le dire. Mais je crois que ce pourcentage est très, très faible. Au regard du nombre de... Pardon? 7,5. 7,5? Il me semble, ouais. C'est possible. Merci, Tristan. Et oui, c'est très, très faible. Au regard de l'ensemble des programmes de sciences participatives qui existent, le processus qui atteint jusqu'à la publication est très marginal. Oui, oui. Merci beaucoup, Bruno, pour ces questions. On a une autre question qui est arrivée dans le chat sur Zoom, que peut-être on peut prendre, de Sophie. Je ne sais pas, Lucas, si tu la vois. Oui, on a eu 2 autres questions. On en a une d'Alexandra. Il nous reste une minute. Un petit peu à la présentation. Quelques minutes sur la qui rejoint un petit peu ce que va présenter Tristan. Et il y en a une autre de Sophie qui vient d'être posée. Donc, on peut la poser à Bruno. Quelle est la source des données d'azote inorganique, des données de terrain ou des données modélisées? Quelle couverture spatiale et temporelle pour ces données? Alors, c'est une très bonne question. En fait, c'est des données que je suis allé chercher sur le suivi du REFI effectué par l'IFREMER, donc qui sont des données stationnaires, que j'ai ensuite interpolées pour les estrons qui se situent à proximité. Donc, il s'agit bien d'interpolation, donc de données issues des modèles, mais comme ce suivi de REFI est effectué sur l'ensemble de la façade atlantique avec, je dirais, des pages géographiques relativement restreintes, on a quand même des tendances. Les tendances qui sont issues des modèles que j'ai pu créer grâce à ces données sont quand même assez révélatrices de l'état du milieu. Mais en effet, il y a eu des estimations. C'est ça. Et donc, la seconde, non, c'était la seule question, je crois. Alors, oui, merci pour ces réponses, Bruno. Je vais relaisser la parole à Marie. Pardon, juste intervenir. Et du coup, si Sophie, ça l'intéresse, qu'elle n'hésite pas à me contacter, qu'on en rediscute, si jamais elle est intéressée par ces données. Et puis sinon, tout est marqué plus précisément dans l'article, donc n'hésite pas à aller voir. Merci beaucoup, Bruno. Merci pour ces éléments qui tournent autour des résultats qui ont récemment été publiés. Et maintenant, je laisse la parole à Tristan Di qui travaille à Planète Mer, qui est mon collègue, et qui va vous parler de la démarche protocolée autour de algues brunes et bigorneaux de Biolite. À toi, Tristan. Alors, vous parlez de la démarche protocolée à travers 2 focus, une première sur la modalité de participation et la deuxième sur le protocole. Alors, ça va répondre du coup un petit peu à la question que se posait Alexandra sur les 3 grandes modalités de participation. Il y a 3 façons de participer aujourd'hui à Biolite de façon globale sur toutes les thématiques et en particulier aussi sur la thématique algues brunes et bigorneaux. Soit on peut participer en autonomie, soit on peut participer encadré avec l'appui d'une structure d'éducation à l'environnement, ce qu'on appelle une structure relais, soit on peut participer lors d'une phase d'enseignement, que ce soit du secondaire ou de l'universitaire, donc en enseignement. Slide suivante, s'il te plaît. On va s'attarder un petit peu sur la participation encadrée par une structure relais. Ce mode de participation est opéré par un ensemble de près de 80 structures d'éducation à l'environnement aujourd'hui, qui sont les grands artisans de la collecte de données depuis 2012. Je tiens à le dire parce que ce n'est pas anodin, c'est grâce à vous, grâce à cet ensemble de structures, que les résultats qui sont donnés aujourd'hui ont pu l'être. Donc ce travail, c'est aussi le fruit de votre travail et toute l'équipe de Planète Mer tenait à vous remercier pour toutes ces années de présence. Ces structures donc, vous accompagnent et vous guident dans vos observations à travers les sorties qu'elles vont organiser sur le territoire, sur leur territoire qu'elles connaissent par cœur. Vous êtes avec des spécialistes qui vont pouvoir vous apprendre à la fois à suivre le protocole et puis surtout à aller observer la biodiversité qui se trouve sur le littoral. Donc, elles organisent des sorties tous les mois en vous inscrivant sur le site biolite.fr. Vous recevrez chaque mois la liste des sorties qui sont organisées via l'agenda et vous pouvez aussi, en vous connectant sur biolite.fr, avoir accès à la carte des relais et pouvoir les contacter directement.
Slide suivante, s'il te plaît. Alors, modalité de participation, on a vu comment participer, mais quand, pourquoi, comment ça se passe. Concrètement, on est sur une zone intertidale rocheuse, c'est-à-dire une zone qui va découvrir à marée basse. Le protocole est praticable toute l'année. Ce qu'on va mettre en place cette année par rapport à une révision de la stratégie, c'est en plus de pouvoir participer toute l'année, c'est d'essayer d'avoir 4 temps forts dans l'année, à chaque saison, pour mobiliser un maximum de réseaux sur des opérations qu'on va appeler des opérations coup de poing. Ensuite, le fait de participer, on va avoir besoin d'un appareil photo ou d'un smartphone, puisque le protocole est un protocole photographique. On y reviendra après. Et puis forcément, la phase critique, aujourd'hui encore, c'est la phase de remontée des données. Et pour ça, il faut disposer d'une connexion Internet pour transmettre les photos depuis son ordinateur ou prochainement, à travers l'application qui est en train d'être développée, vous pourrez le faire automatiquement. Ce qui est important de préciser aussi, c'est que la participation à ces protocoles de façon globale, à l'ensemble des protocoles de Biolite, ne nécessite pas spécifiquement des compétences naturalistes. Vous verrez que le moteur de la participation, c'est avant tout la curiosité, l'envie d'aller, de découvrir et de transmettre ces observations. Slide suivante. Merci. Alors, le protocole, je dis le protocole, mais en fait, non, c'est 2 protocoles, les protocoles. Pourquoi? Parce que l'idée, c'était que chacun puisse participer à la science. Et donc, on a mis en place 2 niveaux de protocoles différents qui ont été co-construits aussi avec certains acteurs, structures d'éducation à l'environnement, et puis qui ont été déclinés aussi par les scolaires avec Vigie Nature École et les équipes du muséum et Sébastien Turpin, que je remercie aussi. Comment ça se passe? On a un protocole qu'on a appelé le protocole niveau 1, qu'on va appeler aussi un protocole d'occurrence. L'idée, c'est quoi? On est sur l'estran et puis on va prendre une photo d'un mollusque sur une liste de 19 mollusques qu'on a retenus sur son algue. Et on va répéter l'opération autant de fois qu'on va se déplacer sur l'estran et qu'on va pouvoir observer ces mollusques. L'effort d'échantillonnage, il va être donné par 1 heure de début, 1 heure de fin. Le protocole densité ou le protocole de niveau 2, ce protocole, c'est un rapport. Le rapport, ça va être la somme d'observations qui sont réalisées à l'intérieur d'une surface de 0,1 m², qui va être en fait tout simplement délimitée par ce qu'on appelle un cadran. Qu'est-ce qu'on va faire? On va collecter tous les mollusques qui sont à l'intérieur. On va les identifier. Là, par contre, il faut les identifier, ce qui n'est pas nécessaire sur le protocole niveau 1. Et puis, on va les identifier, les dénombrer, et on va aussi qualifier la couverture algale. On va caractériser le niveau de couverture qu'il y a autour de ce cadre. Ça, c'est les grandes différences entre ce protocole niveau 1 et ce protocole niveau 2. Slide suivante, s'il te plaît. Alors, le protocole niveau 1, dans le détail, je vous ai un petit peu dit. L'idée, c'est vraiment de noter l'heure de début. Ensuite, on va pouvoir déambuler sur l'estran, photographier les mollusques que l'on voit et noter l'heure de fin d'observation. Je vous ai mis un exemple de quelques photos. J'aurais pu rajouter une chose qui est importante aussi. J'aurais pu rajouter une photo d'un mollusque qui est sur de la roche nue. Pourquoi? Parce que cette observation va aussi être intéressante. Ce qui nous intéresse, c'est aussi de savoir là où sont les mollusques et où il n'y a pas d'algues. Ça, c'est des informations essentielles. Donc, un estran rocheux, façade atlantique, Manche-Mer du Nord, où il n'y a pas d'algues brunes, c'est quand même un estran qui va être pertinent pour ce protocole. 2 attentions à avoir. La première, on ne prend pas le mollusque dans la main parce qu'on va perdre, prendre le mollusque en photo dans la main parce qu'on va perdre la notion d'algue sur laquelle il est. Et la deuxième, c'est éviter de prendre le mollusque vu de dessus parce qu'on va avoir moins d'informations pour pouvoir valider le type, l'espèce dont il s'agit exactement. Voilà. Et puis l'étape 2, je transmets mes observations sur le site internet biolite.fr et je peux participer à la suite à leurs identifications. Si je ne sais pas ce que j'ai vu, ce n'est pas grave pour ce protocole. L'important, c'est d'envoyer les photos, de noter l'heure de début, l'heure de fin, où on était, qui on est, et c'est tout. Donc, c'est un protocole qui peut se faire aussi bien en autonomie qu'accompagné par une structure d'éducation à l'environnement. Le protocole niveau 2, merci Marine, un protocole où on va avoir besoin d'un peu de matériel. Donc, il y a un kit de participation qui est fourni par Planète Mer,
qui se compose d'un cadra, qui est un carré de 31 cm de côté, une feuille de saisie et des instructions au protocole, et un guide d'identification qui va vous permettre de savoir quelles sont les 19 espèces de mollusques qui sont suivies. On va se positionner sur un estran, photo 1, et puis on va lancer le cadra au hasard. C'est une technique très très simple. Il s'agit tout simplement de ne pas regarder où on lance. Voilà. Petit 2, le cadra tombe, on lui redonne sa forme carrée, et puis on va dénombrer, on va fouiller à l'intérieur pour aller collecter l'ensemble des mollusques. L'avantage de ce protocole-là, quand il se fait en groupe, c'est qu'on peut être plusieurs, et ça crée une vraie dynamique de groupe autour de ce petit cadra où les uns et les autres vont collecter, vont pouvoir aussi partager leur expérience d'identification des espèces. Une fois que tout est dénombré, on va les prendre en photo par type d'espèces identifiées. Donc, on va les classer. Et ensuite, on va dire, bon, on a X 17 gibules, 12 Lithorinoptus, et on va avancer comme ça sur le protocole. On va pouvoir noter les informations relevées. Pareil, heure de début, heure de fin, le nom de la plage, forcément notre nom, prénom, une adresse mail, et puis on va pouvoir envoyer aussi tout ça sur le site internet. Voilà. Très important, la phase de transmission. Et j'en ai fini. Merci beaucoup, Tristan. Du coup, je vais te Merci, poser Tristan. deux questions que l'on On va a passer aux questions. sur Zoom. Je peux y aller, Marine? La première question, du coup, vient d'Orient. Pensez-vous que le protocole est reproductible dans différents endroits du globe? Et donc, la deuxième vient de Sabrine, qui demande si l'échantillonnage a été aléatoire ou stratifié. Alors, la première question, le protocole, aujourd'hui, il est standardisé déjà. Ça veut dire que les observations qui sont faites à Boulogne-sur-Mer, un petit clin d'œil à Nausicaa qui est présent, qui est aussi une grosse structure relais du programme, les observations qui sont faites à Boulogne-sur-Mer sont comparables aux observations qui peuvent être faites sur la côte basque. Je pense notamment au CPIE littoral côte basque. Donc oui, le protocole peut être fait partout. Après, un protocole, ça répond à une problématique, à une question, c'est adapté à ça. Donc, si c'est pas pertinent sur une autre géographie, on va pouvoir le faire, mais il va pas répondre à la question qu'on s'est posée. Mais le fait que ça soit standardisé, ça permet en tout cas de comparer les éléments, et ça, c'est important. La deuxième question, je la reprends sur le chat. Je la vois plus. L'échantillonnage est-il aléatoire ou stratifié? L'échantillonnage est aléatoire. L'échantillonnage est aléatoire. Les stations, alors jusqu'à présent, on avait, depuis 2012, l'idée c'était d'arriver à avoir un maximum d'observations réparties sur le littoral pour arriver à couvrir une large zone. Et savoir comment, quelles étaient les espèces présentes à tel endroit. Aujourd'hui, avec les résultats qui sortent et qui mettent en avant une influence des nitrates, principalement au niveau des estuaires, il y a une réflexion qui est en cours sur une stratégie d'échantillonnage. Donc, les stations choisies vont peut-être être aiguillé par les équipes du muséum et de Planète Mer, en sachant que n'importe quel endroit reste important en termes d'observation. Et à l'intérieur, au sein des estrans, oui, l'échantillonnage est aléatoire. Ce qui est important quand même, c'est qu'on puisse avoir une image de la globalité de l'estran depuis la partie la plus haute jusqu'à la partie la plus basse, donc depuis la zone des pelvéties jusqu'à la zone du fucus denté. Juste un petit complément, c'est en effet un échantillonnage aléatoire, mais en toute rigueur, on dit qu'il est stratifié par la ceinture parce qu'on s'est arrangé pour qu'on puisse savoir dans quelle ceinture algale l'échantillon a été, enfin le cadra a été lancé. Parce que ça, on sait que de toute façon, les bigorneaux s'organisent, les communautés de bigorneaux et d'algues s'organisent en fonction de la ceinture algale. Donc, c'était notre hypothèse de départ. Et pour équilibrer les échantillonnages, eh bien, on essaye de faire en sorte qu'ils soient stratifiés par la ceinture. Donc, c'est un mixte des deux, en fait.
Alors, je vois qu'on a eu pas mal d'autres questions dans le chat. Elles sont toutes conservées. On les posera aux intervenants du coup après le webinaire. Merci beaucoup. Il y a des questions très pertinentes qui jaillissent. Il nous reste 6 minutes. Je vais repasser la parole à Marine qui va continuer la présentation. Merci Lucas merci Lucas et merci Tristan et merci Eric aussi d'avoir complété les réponses. Il nous reste une dernière intervenante ce soir à entendre. Et donc, on va échanger avec Sylvie Lemoyle, qui est participante de Algues Brunes et Bigorneau, et qui va nous partager son expérience de participante, qui a découvert le programme Algues Brunes et Bigorneau grâce au RIEM, qui est une structure, et on va commencer par lui poser une première question. Première question pour vous, Sylvie. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous avez découvert Algues Brunes et Bigorneau avec le RIEM? Alors, votre micro est coupé. Est-ce que vous arrivez à le remettre? Je connaissais déjà le RIEM qui nous avait fait connaître l'OCLM, à savoir l'Observatoire citoyen du littoral morbihanais. Et donc, l'association nous a proposé ce programme Algues Brunes et Bigorneau. J'ai été tout de suite intéressée. Et donc, le RIEM est une association qui a pour but de répondre aux besoins croissants de données dont les scientifiques ont besoin. Et elle se veut en fait un lien entre le grand public et les scientifiques. Elle veut aussi sensibiliser donc la population aux problèmes des océans, du rôle qu'ils jouent dans l'équilibre de la biodiversité, du climat et dans l'équilibre atmosphérique. Donc, ils veulent les sensibiliser et aussi les rendre un petit peu actifs dans la préservation de ces équilibres. Donc, actuellement, le RIEM suit 4 missions, donc Biolite, l'OCLM dont je vous ai parlé, le suivi du trait de côte et Mission Mer, mission à laquelle sont inscrits 53 équipages qui font des relevés concernant les algues, les déchets, les animaux marins, les oiseaux, et ces données sont transmises à l'Office français de la biodiversité. Donc, en ce qui concerne le programme Algues Brunes et Bigorneau, c'est le RIEM qui nous a transmis le cadra et les planches d'identification dont nous nous servons pour identifier les bigorneaux, qui a organisé des séances de formation en salle et aussi sur le terrain, qui récupère et qui vérifie nos données avant de les transmettre à Planète Mer. D'accord, merci. Et du coup, tout à l'heure, je disais que vous faisiez vos observations du côté de Vannes et vous nous avez envoyé quelques photos de votre estran. Mais est-ce que vous pourriez nous le décrire un petit peu pour que tout le monde puisse se l'imaginer? Oui, en fait, donc pour les relevés destinés à l'OCLM, nous nous rendons régulièrement sur l'île de Boued, qui est une des 365 petites îles, 365 selon la légende, petites îles du golfe du Morbihan. Donc l'île de Boued, elle fait 1,6 km environ de longueur, 80 mètres de largeur à son point le plus étroit, et elle dépend de la commune de Séné, juste limitrophe de Vannes. Et donc, on y a accès seulement par bateau ou à pied par un gué à partir du village où j'habite.
Alors, nous y allons le plus souvent à deux, parce que, par plaisir d'abord, parce que c'est quand même plus marrant, et puis aussi par sécurité, parce que donc, il faut passer à un gué, on ne doit pas s'écarter du milieu parce que sous risque d'envasement, et l'accès à l'île est aussi assez vaseux. Donc, on traverse l'île pour avoir accès à la plage enfin, la grève plutôt, qui est face à la pleine mer, où se trouvent des rochers et des algues brunes. Ok, merci. Et une dernière question que j'ai envie de vous poser. Si vous deviez donner un conseil à une personne qui voudrait maintenant participer à Algues Brunes et Bigorneau de Biolite, quel conseil vous pourriez leur donner? La première chose, c'est d'abord de s'occuper de consulter l'horaire des marées, l'horaire, et puis consulter aussi les coefficients. Et d'ailleurs, Tristan en a parlé tout à l'heure, ou non, c'était indiqué sur l'affiche qu'il avait présentée, conseillé d'observer des coefficients supérieurs à 70. Donc, il est plus intéressant d'intervenir par gros coefficients, parce que l'estran est plus large, en fait. Et c'est important qu'on aille dans une île ou pas, parce que si la marée est petite, et puis en plus, si ce n'est pas à marée basse, l'estran peut être complètement recouvert. Le contraire, à marée basse, on peut avoir accès et à gros coefficients, on peut avoir accès à un estran beaucoup plus large, et donc peut-être plus de variétés du bigorneau, d'algues. Et aussi, je trouve ça beaucoup plus intéressant d'intervenir à plusieurs. D'abord, on confronte nos observations, et ça nous rend un petit peu plus sûr. Et c'est aussi une aide, parce que quand il y a du vent, il y en a une qui tient les feuilles et puis l'autre qui prend les photos. Pour les observations aussi, je trouve que les formations qui nous ont été données par le RIEM ont été très importantes, parce qu'on a quand même, on ne s'est pas lancé tout seul comme ça la première fois, et c'était une grande aide. Et on est aussi un peu content d'avoir des résultats, parce que quelquefois c'est un petit peu décevant de ne trouver que des gibules ombiliquées ou bien des littorines. On se demande si c'est où sont les bigorneaux, et si c'est partout pareil, quoi. Ben merci Sylvie d'avoir accepté de partager votre expérience avec nous ce soir, et surtout de nous l'avoir raconté. Et j'espère que les participants seront ravis de savoir qu'ils ont contribué à l'avancée de la recherche et au final à la publication de cet article scientifique dont les résultats nous ont été présentés par Bruno un petit peu plus tôt. C'est déjà l'heure de la fin de cette heure qu'on a passée ensemble. Merci à tous nos invités pour leurs présentations qui ont été claires et pédagogiques. Ils ont su faire preuve et de la pédagogie dont ils ont su faire preuve ce soir. Et ce soir, on peut tous dire qu'on en connaît un peu plus sur la biodiversité du littoral, et surtout sur sa richesse et sa beauté. Avant de nous quitter, je tenais aussi à remercier les partenaires qui soutiennent Biolite depuis plus de 10 ans maintenant. Et surtout, pour ne rien rater de l'actualité de Biolite, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux de Planète Mer et à vous inscrire sur biolite.fr. Bonne soirée à tous et à très bientôt. Au revoir.